Avant de commencer mon intervention qui porte sur le droit de la concurrence, notamment sur les aspects green, je tenais quand même à remercier les organisateurs du colloque, notamment Caroline Deveau pour l'invitation euh, et toutes ces rencontres et aussi votre présence. Je tenais aussi à apporter deux petites précisions. D'une part, sur le titre d'avocat, je n'ai pas encore prêté serment, donc théoriquement, je ne suis pas encore avocat. Voilà. Et deuxièmement, que mon intervention est une intervention totalement neutre. Je ne représente que mes opinions. J'ai pu servir des intérêts enfin, servir des intérêts, travailler pour des armateurs. Toutes les informations qui seront dans cette présentation sont des informations de source publique et il n'y a aucun conflit d'intérêts dans cette présentation. Ceci étant dit, le thème du colloque qui nous réunit donc aujourd'hui porte sur la décarbonation du transport maritime face au commerce international des enjeux irréconciliables. Alors cette confrontation m'a plu, notamment parce que mon intervention va se focaliser sur un vecteur déterminant dans les choix des investissements et des stratégies des firmes transnationales, et a fortiori pour l'industrie, donc pour les transporteurs, c'est le droit de la concurrence. Alors, quel rapport entre le droit de la concurrence et le commerce international, allez-vous me dire? Bah, d'un pur point de vue juridique, lorsqu'on parle de commerce international ou de droit du commerce international, on pense à des conventions internationales de libre-échange, à des questions de choix de loi applicable ou d'harmonisation des normes. Bah, le droit de la concurrence, il va prendre un paradigme totalement différent. Ça va être une application unilatérale d'un droit purement interne ou régional à partir du moment où vous avez une affectation du commerce entre États membres ou d'un État national. Je vais m'expliquer. Vous avez deux entreprises, une brésilienne, une chinoise, qui veulent s'implanter en France. Elles vont devoir passer devant un feu vert d'une autorité. Même si a priori le contrat est signé en Chine ou au Brésil, que les entités ne sont ni européennes ni françaises, il y aura une application du droit de la concurrence. Donc on est vraiment dans un domaine totalement différent euh, qui va s'appliquer d'une manière hégémonique. Euh, Comme tout juriste, je vais devoir commencer par une question de source. Le droit de la concurrence dans l'Union européenne, il tire ses sources du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des articles 101 à 109. Le traité évoque trois comportements. Le premier, je passe évidemment toutes les questions d'articles pour pas être trop ennuyeux, c'est l'interdiction des ententes, plus connue sous le nom des cartels. C'est tout accord ou action concertée qui a pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Très concrètement, ça va être un constructeur de voitures qui va s'accorder avec un concurrent sur les prix. Ceci est une entente anticoncurrentielle, donc le contrat sera frappé d'illicéité et entraînera des risques de sanctions. Le, le deuxième point plutôt, c'est l'interdiction d'abus de position dominante. Alors, c'est assez connu médiatiquement, parce que vous savez, les sanctions qu'a eu Google pour la commission, c'était une interdiction de position dominante. C'est très simple. Vous pouvez être en position dominante, mais vous ne devez pas en abuser. Et enfin, le troisième volet, alors ça peut être par des stratégies d'éviction, hein, l'abus, ça peut être des stratégies d'éviction de concurrents. Et le troisième volet, ça va être le volet aide d'État. Donc ça va être l'incompatibilité des aides publiques avec le marché intérieur. Très simplement, ça va être l'État français au hasard, qui va subventionner une entreprise de transport transmanche qui est en faillite, et donc qui va favoriser d'une manière anticoncurrentielle une des entreprises par rapport à d'autres entreprises de l'Union européenne. Donc ces aides sont supposées incompatibles avec le droit de l'Union. Ça, ce ne sont que des sources de droit primaire du traité. Il existe d'autres dispositions de concurrence, mais en droit dérivé. Vous savez, tout ce qui est règlement, directive, et parfois aussi ce qu'on appelle des droits mous qui sont émises le droit mou est plutôt énoncé par les autorités de concurrence elles-mêmes et non pas de valeur normative. C'est plus des orientations pratiques, ce qu'on appelle des guidelines ou des lignes directrices. Mais d'un autre côté, dans le traité, vous avez également
dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des dispositions sur la protection de l'environnement. Pareil, je passe les articles. Donc le traité va notamment prévoir à ce que l'Union doit atteindre un niveau de suffisance de protection de l'environnement, etc. Donc des considérations, excusez-moi, très générales et très peu concrètes. Donc la première question qu'on va se poser, c'est lorsque dans un même traité, vous avez deux enjeux qui a priori ont la même valeur, comment va-t-on les concilier? Donc le traité prévoit lui-même des questions de cohérence, d'intégration qui sont en fait, pareil, pas très concrètes. Mais Margaret Vestager a annoncé que la politique de concurrence en elle-même était déjà une politique verte, puisqu'elle conduirait à l'innovation, au progrès technique et donc à une transition environnementale. Je vais axer ma présentation sur deux parties pour vous montrer comment, en matière maritime, cette transition s'opère par cette articulation des intérêts, à la fois environnementaux, à la fois concurrentiels, donc d'ordre public économique, mais aussi de politique de transport. Ma première partie, elle va porter sur les incitations pour les investissements green, donc verts, hein, et ma seconde partie sur la protection de la recherche et développement en matière environnementale. Donc, les incitations pour les investissements verts, elle passera par deux choses. La première, c'est les investissements publics, et la seconde, ça va être les opérations de fusion-acquisition, qui elles-mêmes aussi sont contrôlées par un règlement européen. Donc, pour les financements d'aide publique, assez naturellement, dans l'introduction, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais évoqué le fait que certaines aides financières peuvent apporter des distorsions de concurrence, d'accord? Donc être par principe prohibées. Et donc, il est tout à fait possible qu'un État offre des subventions publiques pour une mesure environnementale, mais que cette subvention publique soit considérée comme illicite au regard du droit de l'Union, puisqu'elle constitue une aide d'État. Néanmoins, il est tout à fait possible, au regard du traité, d'avoir des exceptions. Et ces exceptions, elles existent notamment en matière maritime, lorsque vous avez un projet d'intérêt européen commun, comme l'environnement par exemple. Je vais prendre trois exemples non exhaustifs d'aides qui ont été exemptées, c'est-à-dire des exceptions à l'interdiction de subventions publiques. La première, ça va être les déductions d'investissement. La deuxième, ça va être les aides à la construction navale. Et la troisième, les aides aux infrastructures portuaires. Donc vous avez par exemple des décisions et des règlements qui vont offrir des déductions d'impôts pour les entreprises qui investissent dans les équipements permettant notamment, je cite, l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée, l'utilisation de GNL comme énergie propulsive principale et au traitement des NOx et SOx visant directement les objectifs de la Convention Marpol. Et ça, en matière maritime. Donc, on peut obtenir des subventions publiques moyennant le respect de ce champ d'application. Vous avez ensuite les aides à la construction navale. C'est assez connu par les maritimistes, ces aides-là. Donc, initialement, les considérations environnementales n'étaient pas nécessairement prises en compte, mais des demandes peuvent être faites depuis 2011, notamment dans le domaine de l'environnement, lié à la qualité ou aux performances, telles que l'optimisation de la consommation de carburant, les émissions des moteurs, ou lorsque l'innovation a pour objet d'augmenter la protection de l'environnement. Et enfin, vous avez troisième type d'aide, et encore une fois, ce n'est pas exhaustif, les aides aux infrastructures portuaires. Donc, c'est des séries d'aides qui permettent de subventionner les infrastructures portuaires permettant l'accès des transports qui disposent de carburants de substitution, c'est-à-dire des infrastructures permettant de fournir aux bateaux des sources d'énergie comme l'électricité, l'hydrogène ou le biocarburant. Alors, bon, très bien, on a fait une liste à l'après-vert des aides possibles, mais concrètement, comment ça se passe? Les aides d'État ont un plafond de subvention. Donc, par exemple, on va avoir 50%, 70%, 80%. Ça veut dire que si vous investissez
100, vous avez sur tel fondement, par exemple, la déduction, on va dire l'aide à la construction navale, 80 qui peuvent être financés par des investissements publics. Et si vous, par exemple, vous prenez une infrastructure portuaire, je dis ça totalement au hasard, vous pouvez avoir seulement 50%. Donc concrètement, quand on a un client qui nous demande de monter un projet d'aide d'État, on va avoir un très très beau tableau Excel avec tous les fondements juridiques et on va optimiser les subventions pour pouvoir maximiser ces investissements. Ça, c'est sur le volet aide d'État. Mais l'incitation, elle ne doit pas uniquement venir que par l'État, elle vient aussi par la faculté des investisseurs à investir dans des projets verts. Et or, en France, le droit de la concurrence peut constituer un frein à ces investissements et donc à cette décarbonisation, parce que lorsque vous soumettez une opération d'acquisition ou de fusion ou une création d'entreprise commune, vous pouvez être soumis à ce qu'on appelle le contrôle des concentrations. Je passe les questions euh, substantielles et juridiques, mais ça va être notamment lorsque vous, comment dire, vous avez un changement durable du contrôle où vous exercez, où l'acquéreur va exercer une influence déterminante. Et si vous dépassez des seuils, ces seuils, c'est des seuils économiques purement quantitatifs. En France, ça va être type les deux parties cumulées ont un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros, ou chacune des deux parties à la concentration va avoir un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Ça peut être un frein parce que ça exige d'une part de notifier devant l'autorité de concurrence et d'autre part d'attendre le feu vert de l'autorité de concurrence. Donc ça peut prendre parfois jusqu'à un an. C'est des coûts pour les avocats, c'est des coûts pour des économistes, et c'est aussi du temps, donc ça retarde les deals en fait, tout simplement. Et cette autorité, elle va rendre sa décision, elle peut même bloquer hein, les opérations, ou les autoriser sous engagement. Et donc l'autorité de la concurrence en France ou la Commission européenne peut prendre en compte des critères écologiques. Mais ce n'est pas le critère principal. Le critère principal, il est lié juste au, au risque de porter atteinte à la concurrence, notamment le renforcement de positions dominantes ou le verrouillage on va dire, d'accès à des infrastructures. Bon, en 2021, par exemple, l'autorité de la concurrence a mentionné dans une de ses dernières décisions d'interdiction, ce qui est très rare, c'est même pas plus de deux par an sur les, bon, je crois en France, il y en a 350 et quelques, à vérifier. L'autorité relève que des gains de nature écologique pourraient en théorie être recevables en vue de contrebalancer les risques d'atteinte à la concurrence liés à une opération de concentration. Toutefois, en l'espèce, donc là c'était un investisseur, n'a pas fourni suffisamment d'éléments permettant de quantifier avec précision l'ampleur des gains allégués. Donc on apprend de cette décision qu'on peut contrebalancer des préoccupations concurrentielles avec suffisamment de gains écologiques. Et d'ailleurs, l'autorité française a communiqué énormément sur sa prise en compte des enjeux écologiques. Donc, je tiens quand même à préciser que dans la décision que je viens de citer, c'était une interdiction. Je l'ai déjà dit, mais c'est important. Donc, certes, elle dit oui, en théorie, on peut prendre en compte des enjeux verts, mais derrière, elle bloque quand même. Et c'était pour une affaire d'investissement de pipeline dans le sud de la France. Et j'en viens à ma seconde partie, sur la protection de la recherche et le développement. Alors, pour protéger la recherche et le développement, donc vous avez sans doute vu, c'est des sources publiques, il y a des accords entre armateurs souvent sur des recherches et développements, sur des questions de carburant, etc. Euh, tout simplement, il y a la question d'une part des accords de coopération et d'autre part de la protection de ce que j'appelle des entreprises green. Alors donc d'une part les accords de coopération, en fait toute cette évolution des normes environnementales ou tout cet enjeu de transition environnementale, en fait c'est un peu contre-intuitif avec le droit de la concurrence. Pourquoi? Parce que vous allez devoir échanger, coopérer entre concurrents, donc échanger des informations dans le but d'atteindre un certain niveau de protection environnementale. Et or, vous l'avez vu, l'article 101 du traité prohibe l'échange d'informations commercialement sensibles. Donc, c'est le droit des ententes que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, le droit de la concurrence
a comme, enfin, le droit des ententes plutôt, a comme pour le droit des aides d'État, procédé à des régimes d'exception. Donc, c'est ce qu'on appelle les exemptions d'entente. Or, ces exemptions d'entente, elles permettent, pour certains accords, notamment de développement durable ou de recherche et développement, lorsque vous remplissez les conditions cumulatives, d'offrir un safe harbor, hein, à ces accords, pour qu'ils ne soient pas frappés d'illicéité. Mais toute la difficulté de ces accords, c'est qu'ils passent par ce qu'on appelle un self-assessment, donc une auto-évaluation. Ça veut dire que ça va être aux entreprises de vérifier elles-mêmes leur conformité avec le droit de la concurrence. Et ça peut poser une difficulté d'un point de vue déjà d'ordre public concurrentiel et aussi de biais, en fait, tout simplement, de biais psychologiques dans l'auto-évaluation. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2021, puisque parfois le self-assessment arrive à des erreurs. Et c'est ce qui s'est passé en 2021. Alors, c'était pas vraiment plus des erreurs de self-assessment, c'était plus un comportement anticoncurrentiel, où la Commission européenne a sanctionné à hauteur de 875 millions d'euros des car makers dans le domaine, écoutez bien, de l'épuration des émissions d'oxyde d'azote. Voilà. Donc, ça parle sans doute aux maritimistes, hein. De là à faire une analogie avec la convention Marpol, il n'y a qu'un pas. Concrètement, il était reproché aux fabricants automobiles d'avoir la technologie nécessaire pour réduire les émissions nocives au-delà de ce qui était légalement exigé par les normes d'émission de l'Union européenne, mais elles ont évité de se faire concurrence en n'utilisant pas tout leur potentiel de cette technologie pour aller plus loin que le niveau d'épuration légalement prescrit. Donc, vous voyez en fait qu'il y a quand même une zone à risque sur certains types de comportements. Et ma dernière partie, donc ma deuxième sous-partie de ma seconde partie, sera sur ce que j'ai appelé la protection des entreprises green. Donc vous avez plusieurs fondements. Un qui malheureusement n'est plus trop d'actualité depuis un arrêt récent, c'est le fait de pouvoir contrôler des concentrations sous seuil, donc en dessous des chiffres d'affaires. Lorsque vous avez une industrie qui est, on va dire, sensible, alors c'était plus numérique, euh, pharmaceutique et parfois même environnementale, et qu'elle a un fort potentiel de croissance, il est possible d'inspecter, ou plutôt de passer sous les radars de la Commission européenne. Mais un arrêt récent va un peu contrebalancer ça. L'autre point, avant que je concluse, que je conclue plutôt, c'est ce qu'on appelle le FDI, donc c'est le filtrage des investissements directs étrangers, qui permet de bloquer par le ministère de l'économie tout investissement étranger sur des infrastructures critiques ou stratégiques. Et ces infrastructures critiques et stratégiques sont notamment listées, et sont notamment listées la production de GNL et les ports et les transporteurs. Enfin, en tout cas, toutes les infrastructures portuaires. Pour conclure sur cet enjeu irréconciliable, on voit qu'en fait, le droit de la concurrence, il fonctionne que dans cet objectif de conciliation et d'intégration des intérêts d'ordre public, économique et environnementaux par le droit de l'exception. On a vu que c'était les aides exemptées, les accords exemptés. Donc, il n'y a pas vraiment d'articulation substantielle entre les normes dans l'analyse concurrentielle, mais il y a simplement des exemptions, des exceptions. Les autorités, elles ont beau vouloir instaurer des communications, des guidelines ou des annonces publiques, elles sont très limitées, en fait, simplement par leurs compétences, parce que c'est des autorités administratives indépendantes qui ont pour objet principal de faire appliquer le droit de la concurrence. Certes, donc les effets environnementaux peuvent contrebalancer des atteintes à l'environnement, mais en pratique, on voit très peu d'exemples. Euh, on note quand même une forte propension, enfin, un fort intérêt, on va dire, politique qui va dans le sens de l'environnement, le Green Deal en Europe, mais concrètement, ça ne change pas grand-chose. Et pour conclure mes propos, je vais vous donner un exemple très précis. Il y a une loi de modernisation de l'économie en France qui est actuellement
euh, qui est repartie en navette, il me semble, après la dissolution, qui propose en partie une réforme du contrôle des concentrations en France. Et elle propose de rehausser les seuils, donc des seuils de contrôlabilité d'une opération de concentration. Donc le but, c'est de favoriser les investissements pour avoir 20 à 30% de notification et donc de contrôle en moins. Juste d'une question purement quantitative. Mais à aucun moment, le législateur n'a réfléchi à intégrer dans ce contrôle des concentrations potentiellement des intérêts environnementaux ou de développement durable. Merci pour votre attention.